Mesdames et messieurs, bienvenue à ce débat consacré à l'importance de la cybersécurité à l'ère du numérique. Nous vivons tous dans un monde de plus en plus interconnecté, ce qui a eu de nombreux effets positifs permettant aux entreprises et aux particuliers de collecter et de partager davantage d'informations, d'atteindre de nouveaux clients et d'innover. Et cependant, cela a également conduit à une augmentation des activités criminelles qui profitent du vol des données des clients et de l'espionnage des pratiques commerciales. Les petites entreprises et certaines personnes sont souvent victimes de cyberattaques qui mettent en péril leurs activités, leurs données, leurs informations et leurs équipements technologiques. Investir dans des systèmes de cybersécurité solides peut vous éviter des pertes financières et une atteinte à la réputation de votre entreprise et de votre personne. Pour mieux vous éclairer sur ce sujet, nous sommes cet après-midi avec l'Agence nationale de la cybersécurité, représentée ici par son directeur général. Les liaisons sonores sont assurées par Kawé Eric, à la réalisation Jules Mokwe. À la coordination, il s'appelle Tax Steven et en direct avec vous, Jean-Baptiste Bamana. Sans transition, nous allons aller dans le vif du sujet. Bonsoir DG. Bonsoir monsieur le journaliste. Bonsoir à l'ensemble de vos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup. Avant de commencer, nous allons vous demander de vous présenter aux auditeurs DG. Bien, je suis le commandant Gwaliba Gota. Je suis le directeur général de l'Agence nationale de la cybersécurité. Merci beaucoup. Voilà qui est fait, le décor est si planté et nous n'allons pas animer cette émission dans l'anonymat. Il s'agit bien du DG, directeur général de l'Agence nationale pour la cybersécurité. Et maintenant, DG, pouvez-vous nous parler de l'Agence nationale de la sécurité pour que les auditeurs puissent découvrir davantage cette agence? Alors, merci encore monsieur Bamana et je voudrais profiter pour remercier les responsables de Radio Kara La Fidèle de nous donner cette fenêtre, cette opportunité de venir parler de la cybersécurité, de ces enjeux, de ces défis comme vous l'avez dit dans votre introduction, et vous avez fait une très belle introduction en disant que en fait la structuration de ce domaine de la cybersécurité est apparue nécessaire parce que, comme vous savez, avec l'explosion de l'utilisation des moyens numériques à travers les ordinateurs, les smartphones, nous sommes aujourd'hui dans un monde connecté. Aujourd'hui, on parle même de l'Internet des objets. Et donc, il y a le côté négatif de la chose qui est apparu, notamment la cybercriminalité. Et donc, aujourd'hui, les États n'ont pas eu d'autre choix que de réguler et de réglementer ce secteur qui est donc celui de la cybersécurité. Ainsi donc, l'Agence nationale de la cybersécurité est l'autorité nationale chargée de la protection des systèmes d'information des administrations publiques, des opérateurs de services essentiels, des petites et moyennes entreprises, ainsi que de l'ensemble de la population. Au cours de l'émission, je vais vous expliquer ces différents concepts. Qu'est-ce qu'un opérateur de services essentiels? Et c'est justement dans ce cadre que nous sommes à l'intérieur du pays. Nous sommes en tournée de rencontres des opérateurs de services essentiels afin de comprendre déjà leurs besoins et les contraintes auxquelles ils sont confrontés pour voir dans quelle mesure on peut les accompagner dans le renforcement de leur posture de cybersécurité. Donc c'est une agence qui a été créée par une loi, celle de 2018-026 du 7 décembre 2018 sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Alors sur cette base, la principale mission qui est confiée à l'ANSSI, c'est de protéger le cyberespace. Le cyberespace, c'est quoi? C'est, disons, l'ensemble des outils informatiques, les serveurs, les réseaux informatiques, les réseaux de télécommunications, l'ensemble de nos appareils qui sont connectés à Internet. Donc tout ceci forme un espace qu'on appelle le cyberespace. Et aujourd'hui, cet espace est un espace vital pour nos pays que les États doivent défendre contre les diverses menaces. Ok, merci beaucoup mon commandant. Voilà qui est fait par rapport à la présentation de l'Agence nationale pour la cybersécurité. Et dans les détails, vous avez parlé de cybercriminalité. Qu'en est-il de cette cybercriminalité au fait? Alors, en fait, la cybercriminalité, ce n'est qu'une forme de criminalité. Vous connaissez les différentes formes de criminalité, les vols, les meurtres, les escroqueries, etc., oui, qui se font sur le plan physique. Tout à fait. Maintenant, la cybercriminalité, c'est exactement la même chose, donc l'ensemble de ces actes illicites, de ces actes malveillants, oui, mais qui se font en utilisant les outils numériques.
Je peux très bien envoyer un rançongiciel sur le système d'information de Radio Cara, le compromettre, altérer toutes vos communications, toutes vos informations et vous demander une rançon. C'est comme si quelqu'un était rentré dans votre maison et a volé de l'argent. On peut, avec ce qui est très courant dans nos pays, les fraudes à la carte bancaire, les fraudes par les transactions financières comme les Timoni, Flouze. Voilà. Donc, tout ce qui est comme crime, activité criminelle qui se déroule ou bien qui se passe en utilisant les moyens numériques rentre dans cette catégorie de cybercriminalité. Merci beaucoup et parlez-nous maintenant des menaces courantes auxquelles les gens font face réellement. Alors, il faut scinder la cybercriminalité, disons, en deux grandes catégories. Il y a la cybercriminalité qui touche tout ce qui relève des organisations, notamment donc les administrations et les entreprises. Et il y a la cybercriminalité qui touche le grand public. Et le grand public, c'est beaucoup plus tout ce qui est de l'ingénierie sociale, les arnaques, les chantages, les sextorsions. Et maintenant, ce qui touche les entreprises, là sont les cybercriminels, les hackers, comme nous les appelons souvent, s'attaquent aux ressources informationnelles de ces entreprises ou de ces administrations. Généralement, c'est quoi je prends l'exemple d'une banque. Une banque, vous savez, aujourd'hui, vous pouvez faire des transactions. Le siège se trouve à Lomé, mais vous pouvez opérer à Cara, aller retirer de l'argent. On a accès au réseau de la banque. Et donc, tout ceci se déroule sur des réseaux informatiques. Ce sont des serveurs qui sont installés avec des équipements réseau et des terminaux qui permettent à la banque de fonctionner. Et donc les cybercriminels attaquent ces systèmes d'information. Donc l'ensemble de ces ressources, donc les serveurs, les procédures, les équipements réseau, les switches, les routeurs, tout ceci s'appelle le système d'information. C'est-à-dire c'est un ensemble de ressources qui permet à l'information de circuler. On tape votre nom ici, on peut accéder à votre compte et on sait que vous avez tel montant, donc on peut faire la transaction. Et donc les hackers utilisent plusieurs méthodes pour pouvoir mettre à mal ces réseaux et systèmes d'information. Généralement, on les classe, il y en a plusieurs, on va vous citer celles qui sont vraiment les plus prégnantes de nos jours. Il y a ce qu'on appelle les rançongiciels. Et en anglais, ça s'appelle ransomware. C'est quoi? Un cyberattaquant va essayer de s'introduire dans le réseau d'une entreprise. Il va crypter l'ensemble des données de l'entreprise, vos bases de données, vos fichiers, vos applications, vos sites web, tout ce que vous avez. Il va envoyer un code malveillant qui va crypter tout ceci. Vous ne pouvez même pas ouvrir vos fichiers. Et il vous envoie une note pour vous dire, je viens de crypter l'ensemble de vos données. Vous devez me payer, un exemple, 10 milliards de francs CFA, afin que je vous donne la clé qui va vous permettre de décrypter ces données. Donc, il vous réclame une rançon. Et donc, c'est un logiciel qui vous réclame une rançon. Ça s'appelle un rançongiciel. Aujourd'hui, ces types d'attaques font d'énormes ravages dans les entreprises. Parce que les entreprises sont parfois obligées de payer, quel que soit le montant, pour pouvoir récupérer vos données et continuer le cours normal de vos activités. Et ça commence à devenir de plus en plus récurrent dans nos pays. Même le Togo n'échappe pas. Plusieurs personnes se plaignent de nos jours. Tout à fait. Et donc, c'est vraiment une attaque contre laquelle nous demandons vraiment aux entreprises de faire très attention, de mettre les mesures de cybersécurité que l'ANSSI a mis en place pour pouvoir se prémunir contre ces attaques. Après, il y a un autre type d'attaque qui est très courant, c'est le phishing, ou bien en français ça s'appelle l'hameçonnage. C'est un hacker qui va vous envoyer un email avec un lien malveillant et il va vous inciter à cliquer sur ce mail. En fait, il va se faire passer pour quelqu'un que vous connaissez. D'accord, il peut pirater, je ne sais pas, vous êtes journaliste à Radio Cara, ça peut être le directeur, votre directeur juridique ou bien votre directeur général. Il peut juste imiter la boîte mail. Voilà, il change juste un caractère dans la boîte mail de votre responsable et vous, en ne faisant pas attention, vous croyez que c'est votre responsable qui vous a envoyé ce mail. Il vous dit bonjour monsieur Bamana, alors veuillez cliquer sur le lien pour télécharger l'émission qui est passée sur RFI il y a de cela 2 jours. Ça va vous permettre à faire le débat prochain avec tels invités. Je ne sais pas si vous voyez. Et une fois que vous avez cliqué sur ce lien, c'est un virus ou bien un programme malveillant qui va s'installer sur votre ordinateur. Et à partir de votre ordinateur, si celui-ci est connecté au réseau de la radio, il va se propager à toute la radio. Voilà, donc ça c'est une technique d'attaque qu'on appelle le phishing. Il y a aussi un autre type d'attaque et un pays a subi ça il n'y a pas longtemps. Je peux citer ce pays puisque ça a été publié, c'est le Sénégal. Le Sénégal, il y a de cela 5 ou 6 mois, l'ensemble des sites gouvernementaux du Sénégal ont été inaccessibles pendant des heures.
Et donc, c'est ce qu'on appelle un DDoS. Ça s'appelle Distributed Denial of Services. C'est une forme d'attaque qui va saturer les serveurs ou bien un système d'information. Et donc, vous ne pouvez pas y accéder parce que le réseau, c'est des milliards et des milliards de requêtes que le malware va envoyer à votre réseau et vous ne pouvez pas avoir accès. Et ça, c'est très, très, très embêtant pour les entreprises et aussi pour les administrations. Voilà un peu ça c'est les attaques les plus récurrentes. Il y en a des dizaines et des dizaines d'exemples d'attaques. Je vous invite à aller sur le site de l'ANSSI ou bien celui de Cyberdéfense Africa qui est notre bras technique opérationnel pour pouvoir lire davantage et vous enquérir davantage. Est-ce que ce qui passe par coup de fil téléphonique aussi, ça fait partie de ce genre d'attaque? Bon, là, comme ça n'utilise pas, ça c'est des formes d'attaque, mais ça est beaucoup plus de l'ingénierie sociale. Ce type d'attaque n'utilise pas des moyens techniques. On n'a pas besoin d'être un ingénieur en cybersécurité ou bien un hacker très 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 bien formé. On ne peut pas insérer ça voilà, nous dans le lot de cyberattaques. C'est beaucoup plus les fraudes, les escroqueries, et les chantages. Et nous mettons ça dans la catégorie, disons, voilà, des attaques par ingénierie sociale. Quelqu'un vous appelle parce qu'il vous connaît. Vous savez, aujourd'hui, peut-être qu'on va y arriver au cours du débat. Lorsque nous téléchargeons des applications, souvent ces applications nous demandent des accès et nous acceptons. Accepter, on dit oui, et puis l'essentiel c'est qu'on puisse télécharger l'application. Mais ce que nous ne lisons pas, les conditions générales d'utilisation de ces applications. Généralement, l'une de ces conditions c'est accepter ou bien autoriser l'application à avoir accès à vos contacts. Donc, vos contacts, c'est des noms et qui sont associés à des numéros. Donc, une fois que vous donnez l'autorisation à l'application d'avoir accès à vos contacts, donc on sait que tel numéro appartient à monsieur tel. Et c'est ça qui alimente des applications comme Truecaller. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ne vous étonnez pas que quelqu'un qui vous appelle, que vous ne connaissez pas, vous appelle par votre nom. Nom et prénom. Parce que nous alimentons par l'utilisation, par l'utilisation, nous alimentons ces applications. Et ces applications vendent ces données sur Internet. La localisation aujourd'hui, s'il y a des gens qui utilisent le téléphone, ils ne savent pas qu'il y a maintenant le système de géolocalisation qui est activé par défaut. Si vous ne le désactivez pas, il y a des gens avec des applications qui peuvent savoir où vous êtes. Voilà pourquoi ils peuvent vous dire, je sais que vous appelez M. Bamana, vous êtes actuellement à Dongoya, voilà, et vous êtes étonné. Donc vous êtes... En fait, c'est une façon de vous mettre en confiance. Vous allez croire que c'est une connaissance. Voilà, pensez que c'est une connaissance. Et c'est là, il peut passer à l'attaque et puis vous raconter une histoire et puis vous tombez dedans. Merci beaucoup, mon commandant. Mesdames et messieurs, cette émission est en cours actuellement et nous vous rappelons que nous sommes avec l'Agence nationale pour la sécurité et pour la cybersécurité. Vous avez la possibilité de nous joindre dans cette émission en composant le 26 75 60 92 87 14 13 pour partager avec nous vos points de vue et aussi vos inquiétudes. Le commandant sera apte à répondre à toutes vos attentes. Mesdames et messieurs, l'ampleur du problème est importante et ne cesse de croître. Une étude de l'UNICEF et du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies sur la violence contre les jeunes a révélé qu'un jeune sur 3 dans 30 pays a déclaré avoir été victime d'intimidation en ligne. Et eu égard à tout cela, une cybersécurité s'impose. Nous avons parlé des formes d'attaque, de cyberattaque. Maintenant, nous allons parler de la cybersécurité. Dites-nous, qu'est-ce que la cybersécurité exactement? Que doit-on faire? Alors, donc, ayant défini la cybercriminalité, la cybersécurité maintenant vise à lutter en fait contre la cybercriminalité. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas une définition type, mais de façon assez basique pour que les auditeurs puissent comprendre. La cybersécurité, c'est... Mon commandant, en attendant, nous avons un auditeur en ligne. D'accord. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, auditeur, à qui avons-nous l'honneur? C'est monsieur Fanois. Monsieur Fanois nous appelle d'où? De Cara. De Cara. D'accord. Monsieur Fanois, nous vous écoutons. Oui, merci pour cette émission. Merci à vous aussi pour la disponibilité. Qui vient de prendre la parole. Oui. Le commandant qui vient de prendre la parole. Monsieur Fanois, monsieur. Éloignez un peu votre poste récepteur ou bien vous rabattez un tout petit peu le volume. Oui, je remercie le commandant qui vient de prendre la parole, qui a expliqué un peu ce que c'est la cybercriminalité. Vraiment, c'est un problème qui gangrène, qui mine vraiment la société d'aujourd'hui. Qui ruine la population. Oui, vraiment,
la question est d'abord de savoir ceux-là qui font cet acte-là. Est-ce que ce n'est pas les gens bien formés? La première question. Bon, quelle est maintenant l'importance de l'identité de ce télécom quand tu vas acheter un kit? Et lorsque tu as été arnaqué, tu vas à la police, on te regarde, on fait semblant de prendre l'identité, mais rien n'est fait. Oui. Alors que quand tu as ces problèmes, la police et la gendarmerie te couvrent. Et donc, tu vas laisser aller, ils prennent les notes très bien, mais aucun effort n'est fait. Et tu vas devoir te décourager encore plus. D'accord. Et ça fait que ce système-là, tu continues. Pourquoi la police n'aide pas les gens? D'accord. Merci beaucoup, Fanois, mon commandant. J'espère que ces observations, bien, ces inquiétudes sont bien cernées, puisque pour la première question, il cherchait à savoir est-ce que les criminels, les cybercriminels, là, ne sont-ils pas formés avant d'exercer leur forfait? Et en second lieu, il veut chercher à connaître l'importance de l'identification des kits que nous utilisons avant d'être utilisateurs d'une compagnie de téléphonie comme Move ou bien Togocel. Et en plus, l'impuissance de la police face à l'inquiétude des victimes. Mon commandant, nous vous écoutons. Ok, merci beaucoup. Je remercie l'auditeur pour cette question. D'entrée de jeu, bon, c'est vrai, il dit que la police ne fait rien, mais je voudrais apporter un bémol à cette affirmation. Vous savez, lutter contre la criminalité, c'est extrêmement difficile. Et la cybercriminalité, c'est encore plus difficile. Pourquoi? Parce que Internet offre une certaine forme d'anonymat. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Pour qu'un voleur s'introduise dans votre maison, si vous avez la chance et vous tombez sur lui, vous pouvez le prendre. Ici, quelqu'un peut être à l'autre bout du monde et vous arnaquer ou vous escroquer, faire ce qu'il veut. L'espace est grand. Voilà. Et le cyberespace est tellement immense et puis il offre une certaine forme d'anonymat. Après, pour faire les recherches et remonter aux cybercriminels, je vous assure que c'est un très 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 grand combat. Mais je vous assure, et je pense que vous suivez souvent les médias, où on arrive à démanteler ces réseaux de cybercriminels. Exactement. On les présente souvent à la TVT avec leur matériel, les ordinateurs, leurs routeurs Wi-Fi, les numéros de téléphone. C'est vrai que c'est une quête permanente. C'est-à-dire, vous savez, ce sont des phénomènes qui font partie de la vie. Dire qu'on a, je ne connais aucun pays au monde où on a réussi à éradiquer totalement la criminalité. Donc, ce que donc, nous disons à la population, c'est vraiment de redoubler de vigilance. Je vais un peu expliquer comment ça se passe. C'est extrêmement difficile. D'accord. D'abord, je voudrais commencer. Il dit pourquoi est-ce que c'est important de faire l'identification. Oui, nous sommes dans un pays, nous utilisons des outils. C'est justement pour lutter contre cette cybercriminalité qu'on a fait l'identification. Et c'est justement par cette identification que, justement, en faisant des travaux d'investigation et de recoupement, les services de sécurité, donc la police et la gendarmerie, arrivent à pouvoir détecter ou bien savoir qui sont ceux qui commettent ces forfaits. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est que tout ceci est encadré, parce qu'on m'a posé souvent la question, mais quand des gens, quelqu'un t'appelle, il pose un acte, il t'arnaque, on voit le numéro, on va à la police, on signale ce numéro. Pourquoi est-ce que très vite on ne bloque pas ce numéro, etc. Techniquement, on a des contraintes. Si vous bloquez ce numéro, puisqu'il faut suivre ce numéro, maintenant les services de police, aujourd'hui, il y a le laboratoire national de criminalistique. Donc le laboratoire national qui se charge de l'investigation numérique, qui est dirigé par un commissaire de police, qui, une fois que vous avez déposé plainte, par exemple à Kara ici, eux, ils vont envoyer le dossier à ce laboratoire national, qui a des équipements, qui a des ressources humaines, qui a des compétences, pour pouvoir faire ce travail d'investigation numérique. Alors, c'est toute une procédure judiciaire qui est très bien encadrée. Parce que si on n'encadre pas ça, demain matin, mon chargé de communication qui est à côté ici peut très bien appeler la police, se plaindre, dire que vous l'avez arnaqué. Il peut avoir des cas de délation qui peuvent se produire. Et puis, vous savez, tout ce que nous faisons avec nos appareils rentre dans ce qu'on appelle la protection des données à caractère personnel. Les opérateurs de téléphonie mobile ne peuvent pas comme ça donner à n'importe qui les informations concernant l'utilisation de votre téléphone. C'est-à-dire, moi, commandant Gualiba, le DG de Lancy, je ne peux pas me pointer à l'agence de Togocom à Kara, dire, monsieur le DG, chef d'agence, donnez-moi les informations concernant l'utilisation du téléphone de monsieur Bamana. Il a appelé quel numéro hier, ils ont discuté pendant combien de temps. Ce sont des données à caractère personnel.
avant qu'un opérateur ne mette ces informations à la disposition d'une tierce personne, c'est dans le cadre d'une procédure. Oui. Voilà pourquoi on demande aux gens d'aller porter plainte à la police ou à la gendarmerie. Une fois que vous avez porté plainte, cette plainte enclenche une procédure judiciaire. Oui. Généralement, comment ça va se passer? L'officier de police judiciaire qui va être mis sur ce dossier va envoyer une requête au procureur de la République. Il faut que le procureur de la République puisse signer une autorisation, que cette autorisation qu'on va présenter au niveau de l'opérateur pour leur demander d'aller maintenant sur les systèmes, sur les équipements, nous sortir les informations qui vont permettre de faire le travail de police, le travail d'investigation, oui, pour savoir qui a pu mener cette attaque, il est où, comment il se dénomme, etc. Et après, le travail de recherche de la police même pour pouvoir aller appréhender la personne. Oui. Donc vous voyez que c'est extrêmement fastidieux. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est vraiment énormément de temps. Donc, ce que les gens ne se rendent pas, et c'est des ressources que l'État met à la disposition. Oui. Vous n'imaginez, je ne peux pas vous donner les chiffres, ce que ça coûte en termes de licences et d'équipements d'investigation. Les équipements qu'on met pour pouvoir faire ces investigations, ça se chiffre en plusieurs centaines de millions. Donc, et c'est beaucoup de ressources que ça engage, des ressources humaines que ça engage derrière. Oui. Vous vous rendez compte, si la police doit recevoir des milliers de plaintes par jour, ben, il va falloir peut-être qu'elle laisse toutes ces autres missions et s'occuper de ça. Donc, ce que nous disons, nous, à l'Agence nationale de la cybersécurité, faisons en sorte de tarir la source. Pourquoi il y a les arnaques? C'est parce que les gens tombent très facilement dans les pièges. C'est parce que les gens tombent par peut-être naïveté, par excès de confiance, par peut-être innocence. Les gens tombent dans ces sources. En redoublant de vigilance, et je pense qu'avec nos campagnes de communication, nos campagnes de sensibilisation que nous menons à travers le pays, certains ont commencé à vraiment faire attention. Oui. Il n'y a que cette vigilance qui va permettre, lorsque quelqu'un vous appelle et il se fait passer pour l'OTR, ça ne vous coûte rien de demander, ou bien appeler le service client de l'OTR pour leur demander si c'est vraiment cette personne. Et il y a aussi des choses, par exemple, ce qui se passe pour les banques. Ou bien Togocom pour vous dire, nous sommes en train de faire une mise à jour sur T-Money, envoyez-nous votre code secret. Oui. Jamais Togocom ne va vous envoyer, ne vous demander par téléphone votre code secret. Donc ne donnez jamais ces codes. Nous avons un coup de fil. Bonjour. Oui, bonjour. À qui avons-nous l'honneur? Rock Badjida. Monsieur? Rock Badjida. Rock Badjida nous appelle d'où? Bao. De Bao. D'accord. Nous vous écoutons, Monsieur Rock. Voilà, merci pour l'émission. Merci à vous pour la disponibilité d'écoute. Voilà, mon inquiétude est celle-ci. Avant, quand tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un par T-Money ou Plus, au cours de la procédure, tu vois l'identité de la personne. Oui. Ce qui était très bien, et ça te permet de savoir que effectivement, c'est à Rock que tu envoies l'argent. Exactement. Maintenant, depuis un certain temps, on a supprimé l'identité, si bien qu'au cours de la procédure, tu ne sais pas si c'est vraiment à Rock que tu envoies l'argent. Et c'est quand tu finis d'envoyer, tu composes le numéro là, tu vois que c'est une autre personne. Oui. Et quand tu fais la procédure de réclamation maintenant, ça va te prendre du temps. Parfois, on te dit, bon, on va te donner une suite et puis ça reste comme ça. Moi, j'aurais souhaité que vraiment on ramène ce volet-là, de telle sorte qu'en envoyant, quand tu vois que c'est vraiment un rock que tu envoies, tu confirmes maintenant avec ton code secret. Ok. Voilà ce que je voulais. Merci beaucoup, merci pour cette observation. Peut-être que le commandant aura quelque chose à vous dire par rapport à votre inquiétude. Juste un commentaire. Bon, vous savez, les plateformes de paiement mobile sont de la propriété des opérateurs. C'est eux qui les designent, c'est eux qui les paramètrent et les utilisent. Bon, moi, je sais, par rapport justement à cette nouveauté ou bien à cette réforme qui vient de soulever, qu'en fait, les gens aussi, vous savez, les cybercriminels, ils sont aussi très très futés. Qu'est-ce qu'ils font? Il va tenter, il prend un numéro au hasard, vous voyez que je fais semblant comme je vais t'envoyer de l'argent, et je tape ton numéro, et je connais maintenant ton nom. Et maintenant, c'est à partir de ce nom, mais je peux t'appeler par ton nom pour te dire, ah voilà, etc. Et donc, c'était devenu une arme que les cybercriminels utilisaient. Donc, vous voyez, maintenant, la décision a été prise. Mais si ça permet aux cybercriminels d'identifier très facilement leurs victimes, mieux vaut peut-être supprimer ça. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Ok, merci beaucoup mon commandant. Maintenant, est-ce nécessaire ou important pour tout le monde de se sécuriser par rapport à la cybersécurité? Alors, c'est même vital, c'est même essentiel.
C'est même, je peux dire, aujourd'hui, c'est une question de survie. Parce que, comme vous savez, tous les pays, et le Togo aujourd'hui est pionnier dans le domaine, d'ici quelques années, il n'y aura plus de papier. Notre vie va basculer carrément dans le monde du numérique. Je prends l'exemple de l'OTR aujourd'hui. Tous les impôts se payent en ligne. Toutes les formalités fiscales se font en ligne. Je prends l'exemple de la CNSS, tout a été digitalisé. Oui. Aujourd'hui, quand vous voulez voyager en passant par l'aéroport, vous êtes obligé d'aller en ligne, vous enregistrer, faire les formalités d'immigration en ligne. Et quand vous arrivez, vous présentez un QR code et puis vous passez. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres projets de digitalisation qui sont en train... Surtout avec c'est pas casier judiciaire, voilà, où donc on a toutes les informations nous concernant. Donc, tout ceci, c'est vrai, l'objectif c'est de faciliter la vie. Parce que franchement, dites-moi, est-ce que la digitalisation du casier judiciaire n'a pas facilité la vie? Puisque avant, vous êtes par exemple, vous êtes né à Saint-Cassé, vous habitez à Lomé, il fallait retourner à Saint-Cassé pour faire votre casier judiciaire. Oui. Vous vous rendez compte des tracasseries? Ça réduit les coûts, les tracasseries, le temps, les risques d'accident, etc. Voilà, maintenant l'État a mis en place ces moyens pour pouvoir digitaliser. Donc, aujourd'hui, et aussi l'État a mis en place les autorités de cybersécurité que nous sommes, avec tous les équipements, toutes les solutions. Maintenant, si la population n'est pas au fait des risques, et n'utilise pas ces outils-là selon les normes de cybersécurité, nous aurons tous les problèmes. On va toujours vivre des attaques, des escroqueries, des arnaques, etc. Voilà pourquoi l'ANSSI fait ce travail de pédagogie à travers les médias que vous êtes, de rappeler aux gens que, attention, la digitalisation offre de la facilité, offre du gain de temps, offre des gains de célérité, mais derrière, il y a des risques. Et il faut prendre en compte ces risques. Il ne faut pas faire semblant d'ignorer ces risques. Et quand vous prenez en compte ces risques dans votre façon de vivre ou de consommer les outils numériques, quelque part, vous les minimisez. Chez nous, un adage dit que le serpent qu'on a vu ne peut plus te mordre. Ne peut plus mordre. Voilà, si il t'a mordu, c'est que quelque part, c'est ta négligence. Tu as été négligent. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc, c'est devenu un enjeu de survie aujourd'hui. Je m'adresse surtout aux entreprises parce que pour certaines qui sont très essentielles et critiques pour le pays, lorsqu'elles subissent une cyberattaque, c'est le pays qui se retrouve paralysé. Tout à fait. Là, vous prenez l'exemple d'une entreprise qui délivre un service comme l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, les cybercriminels étant aussi très futés, ils vont attaquer ce qui est vital pour le pays. Ils savent qu'une fois qu'ils vous ont paralysé de ce côté, vous êtes obligé de payer de l'argent. Sinon, c'est le pays qui est paralysé pendant des jours. Les hôpitaux ne fonctionnent plus, les administrations ne fonctionnent plus. C'est le pays qui est à l'arrêt. Vous avez parlé, dans votre intervention, vous avez parlé de données personnelles. Dites-nous exactement, c'est quoi une donnée personnelle pour que nous puissions nous informer par rapport à cela. Alors, une donnée personnelle, vous savez, lorsque vous allez sur une application, on vous demande votre mail, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, tout ça là. Ce sont des données qui permettent d'identifier un individu. Donc, ces données qui font référence à toute information numérique qui sont stockées, qui sont traitées ou qui sont transmises par un moyen informatique et qui sont liées à une personne. Donc, il s'agit d'informations personnelles telles que donc, les adresses, les numéros de téléphone. Pourquoi il est important de protéger ces données? Et aujourd'hui, il y a toute une réglementation pour pouvoir protéger ces données. Il y a la loi sur la protection des données à caractère personnel qui a été adoptée. Très bientôt, l'instance de protection des données à caractère personnel va être mise en place. Lorsque vous êtes une administration, je prends l'exemple d'un hôpital. Parce que quand vous recevez un patient, on a des données de santé sur lui. On sait que monsieur Tant souffre de telle maladie, il est en train de suivre tel traitement. Et si l'hôpital ne prend pas des mesures de cybersécurité pour protéger ces données, et ces données fuitent, la fuite de ces données peut porter un préjudice à son propriétaire. Imaginez une grande star et on découvre qu'elle est atteinte d'un cancer en phase terminale. Ça peut porter atteinte à sa carrière. Et donc, ça peut porter de graves préjudices. Et donc, il est important que les administrations et les entreprises qui traitent des données à caractère personnel, je parle des hôpitaux, des banques, des compagnies d'assurance, etc., doivent mettre en place les mesures d'implémentation de la protection des données à caractère personnel. Tout à fait. Ce qui veut dire qu'avec la vulgarisation de ces données, les cybercriminels peuvent les utiliser pour vous narguer, vous intimider. C'est de l'or pour eux. Et aujourd'hui, rassurez-vous, ces données, je pense, votre passeport a un prix sur le dark web. Tout à fait. Votre carte d'identité a un prix sur le dark web. Votre dossier médical a un prix sur le dark web. Et vous allez voir qu'en Europe, les hôpitaux sont très, très, très attaqués. Ils subissent beaucoup de cyberattaques. C'est justement pour voler les données médicales. Et aussi, il y a des entreprises qui achètent ces données. C'est là où c'est un peu cynique.
il y a des domaines où je peux vous le dire, même si, vous savez, les entreprises ont besoin de s'acheter certaines données pour connaître un peu la tendance. Voilà, les données médicales. On va savoir, est-ce que au Togo, par exemple, il y a beaucoup de gens qui souffrent du cancer, du col de l'utérus, par exemple. Et donc, on sait qu'il y a beaucoup de personnes donc ils peuvent diriger leurs actions marketing de vente des médicaments contre cette maladie. Sous forme d'un sondage. Voilà, sous forme de sondage. Merci beaucoup, mon commandant. Et selon le classement des réseaux sociaux les plus utilisés, nous avons Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, Snapchat, Twitter et récemment TikTok et bien d'autres qui sont méconnus du grand public. Dites-nous quels sont les risques sur ces réseaux sociaux. Alors, les risques, c'est que, dites-vous que tout ce que vous laissez comme information sur ces réseaux sociaux sont à jamais stocké quelque part sur Internet à travers le cyberespace mondial. Il n'y a rien qui est secret sur Internet. Et dites-vous aussi qu'il n'y a rien qui est gratuit sur Internet. Est-ce que quelqu'un paye, on vous a demandé de payer une somme avant de télécharger Facebook ou bien WhatsApp? C'est gratuit. Nous allons dans App Store ou bien Play Store, on télécharge ça gratuitement. Tout à fait. Comment est-ce que ces entreprises fonctionnent-elles? Elles ont des centaines de milliers d'employés derrière. Il faut les payer. Ils ont des serveurs à travers le monde. C'est beaucoup d'équipements. Il faut bien rentabiliser tous ces investissements. Donc, on dit que quand quelque chose est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc, dites-vous qu'il n'y a rien qui est gratuit sur Internet. Et donc, les données que vous laissez sur ces réseaux sociaux sont vendues quelque part, sont traitées et sont valorisées quelque part. Et donc, nos jeunes filles, je prends l'exemple des jeunes filles qui souvent publient des photos de leur nudité. Dans 20 ans, quand elle sera une grande responsable, parce qu'elle est au lycée ou bien au collège, elle s'amuse à faire ces publications. Dans 10 ans, quand elle sera une directrice générale d'une grande entreprise, on va lui ressortir ces photos et elle aura honte. Et ça va dévaloriser son image. Donc, c'est extrêmement dangereux. Donc, le risque, c'est que il peut y avoir les risques de divulgation de vos données, parce que ces données, quelque part, quelqu'un va les récupérer. Parce que ces réseaux sociaux ne nous appartiennent pas. Le siège de Facebook, ce n'est pas au Togo, c'est aux États-Unis. Les serveurs de Facebook, de WhatsApp, etc., c'est aux États-Unis. C'est eux qui ont la main sur ces équipements. Donc, il faut les utiliser à bon escient. Voilà, on peut les utiliser pour publier si on vend des produits, pour que beaucoup de gens puissent connaître vos produits. Mais derrière, tout ce qui est lié à la morale. Moi, je dis souvent, dites-vous, quand je veux publier quelque chose sur ces réseaux sociaux, si dans 20 ans, on me ressort que j'ai publié, est-ce que j'aurai honte ou pas? Si j'aurai honte, donc ne publiez pas. Parce que c'est ça qui va vous arriver. D'ailleurs, même avant d'atteindre 20 ans, par rapport à ma réputation actuelle, est-ce que cela répond? Qu'est-ce que cela peut avoir comme atteinte sur ma réputation actuelle? Tout à fait. Merci beaucoup, mon commandant. Et comment se protéger de tous ces risques-là sur les réseaux sociaux? Il faut que les gens adoptent ce qu'on appelle la culture de cybersécurité. Quand vous êtes un Togolais aujourd'hui, adoptez la culture de cybersécurité. C'est que quand vous vous réveillez le matin, la première des choses à faire, c'est d'aller chercher les informations sur la cybersécurité. Il faut aller sur le site de l'ANSSI, www.ansi.gouv.tg, ou bien sur le site du CERT national. Le CERT, c'est quoi? C'est l'équipe d'alerte et de réponse aux incidents informatiques. On les appelle souvent les sapeurs-pompiers du web. L'État a mis sous tous ces outils pour pouvoir aider la population à connaître les risques d'utilisation des outils numériques. C'est beaucoup d'argent que l'État a mis. Je voudrais vraiment remercier les plus hautes autorités de notre pays. Nous allons vous demander de reprendre un peu l'adresse. Voilà, donc c'est le CERT.tg, CERT.tg. Ça, c'est le site internet sur lequel vous pouvez déclarer vos incidents. Si vous êtes une entreprise, vous êtes une administration, vous êtes un individu, et par exemple votre compte Facebook est hacké, vous n'arrivez pas à avoir accès à vos données, vous pouvez appeler le CERT, et eux ils sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour vous aider à retrouver le cours normal de vos activités. Alors, il faut que... L'autre adresse c'est www.ansi.gouv.tg. D'accord. Ça, c'est l'Agence nationale de la cybersécurité. Voilà, nous publions régulièrement ce qu'on appelle les alertes et les vulnérabilités sur ces différents canaux. Donc, par exemple, le numéro du CERT, c'est le 22 53 59 80. Voilà, vous pouvez appeler et à tout moment, un cyberanalyste va vous prendre en charge et vous aider à retrouver vos données, à retrouver le cours normal de vos activités. Merci beaucoup. Donc, nous sommes des autorités de cybersécurité, nous sommes membres de plusieurs regroupements et membres de plusieurs structures de cybersécurité à travers le monde. Ça fait que dès qu'une alerte ou bien une vulnérabilité est découverte sur, par exemple, je prends sur un équipement Cisco, un routeur Cisco ou bien une version d'un logiciel Microsoft, nous sommes les premiers à être informés. Et nous publions cette alerte sur ces sites.
Et donc les administrations ou les entreprises qui utilisent ces logiciels peuvent maintenant bénéficier de ces alertes et faire les corrections. Aujourd'hui, si vous êtes un utilisateur des outils numériques et vous ne vous informez pas des risques de cybersécurité, vous courez le risque de perdre vos données, de voir vos sites bloqués, surtout par exemple les startups et les PME qui développent des sites de vente en ligne. Si quelqu'un bloque votre site, c'est fini, vous êtes mort. Votre entreprise a été tuée comme ça. Voilà un peu donc ce que je peux dire à propos. Merci beaucoup, mon commandant. Et lorsqu'un utilisateur se rend compte que son appareil est piraté, et la personne peut appeler directement le CERT national 22 53 59 80. Voilà, ce sont les sapeurs-pompiers du web. Et c'est à titre gratuit. Les sapeurs-pompiers du web. Comme les sapeurs-pompiers qui éteignent les feux, les incendies, eux, ils sont là pour éteindre les feux sur Internet. Ils interviennent aussi avec les sirènes, les véhicules. Non, pas avec les sirènes, mais avec des équipements très très sophistiqués. Tout à fait. C'est exactement le même concept. Et l'État, c'est le rôle régalien de l'État d'assurer la sécurité et le bien-être de la population, puisque tout le monde n'est pas expert en cybersécurité. Exactement. Voilà, donc il faut bénéficier de ces services. Merci beaucoup, mon commandant. Et maintenant, un antivirus est-il suffisant pour protéger un ordinateur ou un smartphone? Ça dépend de l'environnement dans lequel se trouve cet ordinateur ou ce smartphone. Lorsque vous êtes dans une entreprise, un antivirus n'est pas suffisant. C'est toute une politique de cybersécurité qu'il faut mettre en place. Parce que l'antivirus ne vous protège que des virus. Or, il y a d'autres types d'attaques dont je vous ai parlé. Voilà, comme les rançons logiciels. Un antivirus ne veut pas vous protéger contre un rançon logiciel. Si par exemple votre réseau n'est pas ségrégé et que vous avez par exemple des ports ouverts sur Internet, quelqu'un peut passer par ces ports et vous atteindre. Un antivirus ne peut pas vous protéger contre un DDoS. Et donc, il y a aussi des solutions de DDoS, il y a des solutions contre les rançons logiciels. L'Agence nationale de la cybersécurité a publié un document qu'on appelle les règles nationales de cybersécurité. C'est un ensemble de 220 points de contrôle que vous pouvez télécharger sur le site de l'ANSSI. Lorsque vous êtes une entreprise ou une administration, si vous mettez en pratique ces règles, ou bien ces règles de cybersécurité, vous réduisez à un strict minimum votre risque d'attaque cyber. Je dis vous réduisez parce qu'il n'existe pas de sécurité à 100%. Ça n'existe nulle part. Même les États-Unis sont attaqués tous les jours. La France, tout récemment, l'Agence nationale pour l'emploi en France a subi une attaque. Les hackers ont réussi à exfiltrer des données de près de 45 millions de Français qui sont aujourd'hui libre service sur Internet. Donc, il n'y a pas de sécurité à 100%. Tout ce qu'on peut faire, c'est de mitiger le risque. Quand vous êtes dans un environnement de travail, il faut que vous arriviez à évaluer votre risque. Qu'est-ce qui peut causer un risque? Ça peut être, par mégarde, une femme de ménage qui est en train de faire le ménage dans votre salle technique a débranché un câble et ça a rendu indisponible votre service. Ça peut être la pluie, il y a un problème d'étanchéité et l'eau est rentrée sur les serveurs. Et donc nous faisons les audits pour les opérateurs de services essentiels sur ces risques environnementaux, sur ces risques physiques. Et après, maintenant, nous rentrons sur les systèmes pour regarder comment l'architecture de ces réseaux est conçue, comment est-ce que ces réseaux sont monitorés, comment est-ce qu'ils sont administrés. Et maintenant, parlant des achats en ligne, quelles précautions faut-il prendre? Alors, les achats en ligne, quand vous voulez faire aujourd'hui un achat en ligne, forcément vous allez utiliser vos données bancaires. Une fois que vous les laissez sur le site sur lequel vous avez fait, si ce site n'est pas sécurisé, ces données peuvent être utilisées par d'autres personnes pour faire. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de votre carte physique, votre carte bancaire physique pour faire des opérations. Il suffit d'avoir les numéros et les codes secrets qu'il y a. Donc, il faut vous assurer, lorsque vous allez faire des sites de vente en ligne, d'abord, quelle est la nature du site sur lequel vous voulez faire l'achat. Est-ce que le site respecte les mesures de sécurité? C'est-à-dire, il va vous demander, il va vous envoyer des codes sur votre boîte mail d'authentification. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir faire votre paiement. Lorsque ce site ne respecte pas ces procédures de sécurité, dites-vous que c'est un cybercriminel qui est derrière et faites attention à ne pas faire des achats. Je voudrais aussi soulever une question, et ça on a remarqué ça dans beaucoup de nos administrations, dans nos services publics, les logiciels craqués que les gens utilisent, les offices craqués que les gens se partagent dans les services, il faut vraiment faire extrêmement attention avec ces logiciels. C'est les portes d'entrée de beaucoup de cyberattaques. Parce que une fois que vous utilisez ces logiciels craqués, vous ne bénéficiez plus des mises à jour. Or, les mesures de cybersécurité, c'est ça, les mises à jour, les sauvegardes. Parce que, comme on a dit, à chaque jour, on découvre de nouvelles failles, de nouvelles vulnérabilités que les cyberattaquants utilisent et les éditeurs de logiciels font les corrections. Si vous n'utilisez pas des logiciels développés par les éditeurs, des logiciels performants, vous courez le risque
de vous faire attaquer parce que les cybercriminels sont au courant des vulnérabilités. Merci beaucoup. Maintenant, vous aviez parlé entre-temps de phishing et d'hameçonnage. Qu'est-ce que c'est exactement et que faire si on est victime d'hameçonnage? Alors, si vous êtes victime d'hameçonnage, immédiatement appelez le CERT national, le CERT.tg. Il n'y a que eux seuls qui peuvent vous aider parce que forcément, un logiciel malveillant se serait installé sur votre ordinateur ou bien votre réseau informatique et comme vous n'avez pas les outils qu'il faut, nous avons des outils. On va se connecter à votre système d'information et on va scanner pour voir quels sont les dégâts qui ont été causés, qu'est-ce que le rançongiciel ou bien le malware a causé comme dégâts et vous aider à récupérer toutes ces données et continuer le travail. Merci beaucoup, commandant Bota Gualba. Comment peut-on sécuriser ces transactions bancaires en ligne? D'abord, sachez que, et ça beaucoup de gens tombent dans ces victimes, vous recevez un coup de fil, mais je dis souvent, aujourd'hui, il y a tellement d'astuces pour pouvoir faire face contre les arnaqueurs, mais quand quelqu'un vous appelle, forcément, donc, vous ne le connaissez pas, c'est une voix que vous entendez. Exactement. Mais dites-lui, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut passer par appel vidéo pour que vous ayez une image sur son nom, ou bien dites-lui, envoyez-moi ce que vous dites là par mail. Parce que tout le monde a aujourd'hui une boîte mail, et vous allez voir que dès que vous lui dites ça, qu'est-ce qu'il fait? Il raccroche. Parce qu'il sait que vous êtes vigilant. Jamais il va se dévoiler, il ne va pas vouloir qu'on voit son visage. Je ne sais pas si vous voyez. Juste des petites astuces, je donne ça comme ça à la population. Hein. Oui. Moi, pour souvent, quand ils m'appellent, c'est ce que je fais. Vous voulez m'appeler pour dire, vous êtes de l'OTF. Très bien, écoutez, moi j'aimerais bien vous connaître, comme vous êtes vraiment très gentil. Vous venez de m'appeler, faisons un appel vidéo, comme ça je vais vous voir. Et là, très vite, il raccroche, en vous insultant souvent. Parce qu'il sait que vous l'avez démasqué. Exactement. Donc, en fait, le substrat ou bien le nerf de la guerre des cybercriminels, c'est notre naïveté quelque part. Je suis désolé de le dire. Et une fois qu'il est en face de quelqu'un qui est vigilant, il n'a pas d'autre choix que d'abandonner. Parce qu'il sait que ça ne va pas aboutir. Et il est en train de perdre son temps pour rien avec vous. C'est la même chose aussi pour ceux qui passent par coup de fil. La manière dont vous lui répondez, voilà. il sait en même temps que vous êtes une personne déjà avertie. Et je veux que l'ensemble des Togolais, les presque 9 millions de Togolais que nous sommes, si chacun développe cette vigilance, la cybercriminalité, ces arnaques-là vont disparaître au bout de quelques semaines. Parce que quand ils vont tenter sur 100 personnes, 200 personnes, ça n'aboutit pas, ils sont obligés de changer de métier, sinon ils vont mourir de faim. Nous avons parlé de rançongiciel. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, vous avez posé une question à laquelle je n'ai pas pu d'abord répondre. Quand quelqu'un vous appelle, il dit que voilà, bonjour, nous sommes, c'est pas une banque, BTCI, UTB, BTCI est devenu IB Bank. Il vous dit, nous sommes en train de faire une mise à jour sur le système informatique. Veuillez nous communiquer vos coordonnées bancaires, veuillez nous communiquer le code secret de votre carte, etc. Ne le faites jamais. Parce que jamais une banque va vous appeler par téléphone pour vous demander ces informations. Quand vous avez un problème avec vos moyens de paiement, ce qu'on appelle les moyens de paiement, votre chéquier, votre carte bancaire, ils vous convoquent à la banque. Ils vous convoquent de venir à l'agence et c'est là-bas, un conseiller clientèle va vous accueillir et vous dire ce qu'il y a à faire. Donc, une fois, je veux dire, il faut que ça devienne un réflexe. Quand quelqu'un m'appelle, il dit qu'il a une banque, il veut des informations, sache que c'est un criminel. L'OTR, les gens, je veux dire, ces administrations sont tellement bien structurées que ce n'est pas par téléphone que ces informations s'obtiennent. Une fois que vous avez ça en tête, c'est fini. Plus personne ne va vous arnaquer. Bon, revenons cette fois-ci sur un rançongiciel et qu'en est-il exactement et comment s'en protéger? Alors, ça, je m'adresse vraiment aux entreprises. Et comme je vous ai dit, les rançongiciels sont en train de faire beaucoup de ravages aujourd'hui dans les administrations. Pas plus que la semaine dernière, nous sommes actuellement, le CERT national est en train de travailler sur un cas de rançongiciel qu'une de nos entreprises a subi. Il faut que les entreprises, déjà que le management des entreprises comprennent que la cybersécurité est devenue un enjeu de survie. Il faut que les décisions de mise en œuvre des mesures de cybersécurité soient prises au niveau le plus haut de l'entreprise. Il faut que les directeurs, les DG, les présidents du conseil d'administration s'impliquent sur les questions de cybersécurité. Il faut qu'ils écoutent leur RSSI, les responsables de la sécurité de l'information.
Quand vous avez un rançongiciel et que vous n'avez pas de sauvegarde, parfois il n'y a plus rien à faire. Oui. Et les cybercriminels, souvent, parce que ils sont beaucoup en Russie, dans les pays de l'Est, etc., ils n'ont rien à cirer. Je veux dire, si vous n'envoyez pas l'argent, ils ne vous donnent pas la clé. Et pour trouver la clé, souvent, c'est extrêmement compliqué. C'est du domaine de la cryptographie. Si vous n'avez pas la clé, c'est que vous avez perdu vos données à jamais. Et donc, ce que nous demandons aux entreprises, c'est de faire régulièrement les sauvegardes de vos données. Oui. Même vous, personnellement, à Radio Cara, ici, de temps en temps, il faut que vous ayez peut-être un serveur de sauvegarde ou bien des disques durs sur lesquels vous sauvegardez vos émissions, vous sauvegardez vos données, vos fichiers, pour que si jamais vous subissez une cyberattaque de type rançongiciel, tout ce que vous avez à faire, c'est de réinstaller vos ordinateurs, de les réimager et de réintroduire votre sauvegarde et vous continuez le cours normal de votre activité. Tout à fait. Et aujourd'hui, il y a des métiers liés à la sauvegarde qui sont très très sophistiqués, qui vous permettent vraiment de retrouver le cours normal de votre activité sans subir de dommages. C'est quand vous n'avez pas de sauvegarde, là vous êtes embêté. Imaginez une radio comme la vôtre, qui est là depuis 1975, vous êtes une mémoire pour le pays. Oui. Il y a des émissions que vous avez réalisées dans les années 80. Demain, pour des raisons historiques, on aura besoin de piocher, de puiser dans ces archives. Les éléments sonores. Voilà, les éléments sonores. Si par un clic, vous les perdez, c'est la mémoire de notre pays quelque part qui est partie. C'est grave. Et donc, j'en appelle aux responsables des administrations de faire régulièrement les sauvegardes, de numériser vos documents, de numériser vos archives et de les sauvegarder et de vérifier que ces sauvegardes sont bien faites. Merci beaucoup, commandant Gualba. Nous entendons souvent parler d'attaque par déni de service. Qu'est-ce qu'une attaque par déni de service et comment s'en prévenir? Alors, j'en ai parlé au début, c'est qu'un cyberattaquant va vous cibler. Une fois qu'il a réussi à rentrer sur votre serveur, il va, ou bien vos équipements, il va les saturer de requêtes. Ce sont des outils qui permettent de le faire. C'est des logiciels qui sont développés spécialement pour ça. Ce n'est pas le commun du mortel qui peut le faire. Maintenant, lorsqu'on se connecte à Internet, il y a certains logiciels qui se proposent. Ne les téléchargez pas, c'est extrêmement dangereux. Est-ce que l'Agence nationale de cybersécurité ne peut pas aussi contre-attaquer avec un logiciel qui va se proposer aussi automatiquement pour qu'on puisse passer par ce logiciel d'abord? C'est assez complexe, parce que si nous le faisons, c'est pas que nous ne pouvons pas le faire. Oui. Vous savez, Internet, le principe d'Internet, c'est la liberté. Parce que si nous mettons des mesures restrictives derrière, c'est que nous limitons votre liberté d'Internet. C'est pourquoi c'est à chacun de savoir comment j'utilise Internet. C'est ça. Vous voyez, nous avons les capacités pour bloquer tout ceci. Mais si vous les bloquez, et donc, justement, c'est que ces publicités intempestives, bien ces logiciels qui se proposent, c'est que quelque part, comment quelqu'un va vous proposer quelque chose alors que vous ne lui avez rien demandé? Sachez qu'il y a une intention derrière. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Et généralement, nous demandons aussi à ceux qui développent les sites, les sites d'Internet, de ne pas télécharger les templates gratuits. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile. On télécharge un template gratuit, on brande le site et on dit qu'on a créé un site. Ce n'est pas du tout bon. C'est très, très, très dangereux. Merci beaucoup, mon commandant. Nous rappelons aux auditeurs qu'ils ont la possibilité de nous rejoindre dans cette émission sur le 26 60 15 60 et le 92 87 14 13. Nous avons un auditeur. Bonsoir. Oui, c'est Fanois qui revient. Fanois qui revient. Okay. D'accord, monsieur Fanois. Oui, par rapport à cette émission, je dirais que compte tenu par rapport à tout ce que le commandant dit, on ne veut pas quand même arriver à arrêter ce phénomène parce que les gens sont déjà sur le terrain vaste. Oui, c'est un espace très très vaste. Afin de continuer les progrès. Donc, je reviens pour dire qu'au niveau du commandant, il n'a qu'à nous reprendre posément les numéros sur lesquels on peut les appeler. Oui. D'accord, le numéro d'abord pour le service, certes, c'est le 22 53 59 80. Je reprends encore une fois pour vous le numéro 22 53 59 80. Mon commandant, vous avez quelque chose à dire par rapport à... En dehors de l'appel téléphonique, vous pouvez les contacter directement sur leur site internet. Sur leur site internet, cert.tg. www.cert.tg. Dès que vous rentrez, vous allez voir un onglet où on dit déclarer un incident. Vous cliquez dedans et puis vous rentrez certaines informations et quelqu'un vous rappelle dans quelques minutes pour vous aider à retrouver le cours normal de vos activités. Merci beaucoup. Nous avons un autre auditeur. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Jean Babana. Bonsoir. À qui avons-nous l'honneur? C'est Papa Togolais. Papa Togolais nous appelle de Kouméa. Oui.
Comment l'accoutumer, Papa Togolais, vous avez l'antenne. Je remercie beaucoup le commandant Oui. d'avoir apporté beaucoup de sécurité en population. J'ai 2 inquiétudes. L'autre fois, j'étais au champ, quand ma tante m'a appelé que c'est comme ça, il y a un individu qui a sonné sur son portable en disant que mon petit frère qui a allumé, il est malade, d'envoyer 60 000. 60 000 pour les premiers soins. Pour les premiers soins. Je vous assure que ma tante se sent entêtée de gauche à droite jusqu'à ce qu'il envoie les 60 000 jusqu'à ce que j'arrive. Moi-même, j'arrive. C'est pas possible. Mais moi, je ne sais pas d'où vient ce fléau. Bon. Deuxième inquiétude maintenant. Il y avait aussi quelqu'un aussi qui m'a fait simonie plus de 200 et quelques mille. Mais quand j'arrive, je vois en bas de, comment l'appelle-t-on, en bas de le dernier fiche, il n'y a pas ça. Mais je me pose la question. Il m'a envoyé la simonie de le faire, d'aller le mettre un crédit de 50 000. Et le reste maintenant, moi, je vais prendre. Bon, je dis, avec un crédit de 50 000, et je regarde en bas maintenant, je vois que la dernière fiche qu'on devrait faire pour faire l'opération, je ne trouve pas ça. C'est flou. Je voudrais voir, monsieur le commandant, si on pouvait nous aider, voir si, est-ce que ce flou-là peut quitter dans le pays. Merci beaucoup, Papa Togolais et commandant Galba. Alors, merci beaucoup. Alors, je reviens encore sur vraiment ce phénomène d'arnaque partout où nous passons, et ça me fait très mal. Je prends le premier exemple qu'il a donné. Ou même les 2 exemples. Oui. Le premier exemple, quelqu'un vous appelle, il dit votre enfant est malade, ou il faut envoyer rapidement l'argent, etc. Bon, vous allez prendre votre Timoni, n'est-ce pas? Oui. Vous allez composer le numéro, vous allez faire votre code secret, mettre le montant, etc. Envoyer, ça va passer. Votre compte Timoni n'a pas subi une cyberattaque. La plateforme Timoni, qui est développée par Togocom, n'a pas subi une cyberattaque, n'est pas altérée. Oui. C'est-à-dire, quelqu'un, si vous avez 300 000 ou bien un montant sur votre compte Timoni, vous n'avez fait aucune transaction, vous n'avez envoyé à personne, et demain vous consultez et vous voyez que les 300 000 ont disparu, ça veut dire que là il y a un problème. Quelqu'un a réussi à prendre le contrôle de votre compte Timoni. C'est là où nos capacités techniques nous permettent de travailler. Mais je veux dire, il suffit de lui demander c'est dans quel hôpital. Il vous dit, c'est au CHU. Ok, très bien, moi, je vais aller vérifier. Vous vous rendez au CHU, vous demandez, dites-moi dans quelle urgence il est, dans quelle chambre. Oui. Et une fois que vous commencez à lui poser ces questions, très vite, il raccroche. Le fait que vous avez juste été vigilant en posant des questions pour comprendre et que vous ne vous êtes pas précipité pour envoyer l'argent, il va raccrocher et l'arnaque a échoué. Entre la réussite et l'échec de l'arnaque, il n'y a que la vigilance qui peut jouer. Tout à fait. Et maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a rien de technique qui a été utilisé. La peur de cette maman, de perdre son enfant, nous tous, nous avons cette peur. Ils sont très futés. Moi-même, les gens m'appellent, j'ai subi ce genre d'attaque, enfin, ce genre d'arnaque. Parfois, c'est ton enfant qui est le matin, tu as déposé ton enfant à l'école, on dit, il a fait une crise, on l'a amené, envoyé l'argent. Tu prends juste le temps d'appeler le directeur de l'école. Et on te dit, mais non, ton enfant est en classe en train de travailler. Juste le fait que tu as été vigilant a dit, je vais vérifier d'abord, je vais comprendre ce qui s'est passé d'abord, avant d'envoyer, vous mettez fin à cette arnaque. Tout à fait. Je sais pas si donc c'est la vigilance qui doit nous épargner de ces arnaques. Qui peut faire tarir ce phénomène. Ok, merci beaucoup mon commandant. Et cette émission est en train d'arriver progressivement à son point de chute et il est nécessaire de solliciter auprès de vous en tant que DG de l'ANSSI des conseils aux auditeurs pour rester en sécurité en ligne. Alors, une fois encore, merci beaucoup à Radio Cara de nous avoir donné vraiment cette fenêtre et je remercie les auditeurs qui ont appelé. Le phénomène d'arnaque, c'est nous qui l'alimentons quelque part par notre naïveté, notre peur, notre façon de croire très vite. Moi, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils sont fait arnaquer des millions parce qu'il y a de cela une semaine, le pasteur leur avait prédit qu'il y a un bonheur qui les attend et quelqu'un les appelle, il dit je suis tel, j'ai décidé de te faire une offre, tu as gagné, il y a un Américain qui est mort, il a reçu $1 million, envoie-moi 2 millions et tu prends le reste. Mais je lui dis, mais dans les $2 millions là, dis-lui de prendre ce que tu dois lui envoyer, il t'envoie le reste. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme ce que le monsieur vient de dire. Il a dit de lui faire une transaction de 50 000 et lui va prendre le reste. Vous voyez, généralement c'est toujours un gain facile, quelque chose qui vous propose pour vous appâter. Et quand vous tombez dedans,
ils vous arnaquent très facilement. Alors, et aussi pour tout le reste comme les entreprises, il faut vraiment que les gens adoptent la culture de cybersécurité. Il faut qu'ils aillent régulièrement sur nos sites, lire et aller à l'information. Chaque jour, il y a de nouvelles menaces qui arrivent. Chaque jour, de nouvelles attaques se développent. Et si vous êtes aveugle, vous êtes là, vous ne vous informez pas, vous n'avez pas les réflexes de cybersécurité, vous prenez le risque de vous retrouver un beau matin dans des problèmes parce que votre entreprise a été hackée, vous avez perdu toutes vos données. Moi, je connais un journal à Lomé, un journal en ligne qui était très bien suivi, qui marchait très bien. Il a suffi qu'on bloque le site internet. C'est fini, le journal a disparu comme ça. Et je connais beaucoup de startups qui vendent des produits en ligne et on a hacké leur site internet, ils ont perdu leur business comme ça. Et juste parce qu'ils n'ont pas juste fait quelques petites corrections, quelques astuces de mise à jour que nous publions même régulièrement pour pouvoir faire ça. Donc merci encore une fois et redoublons de vigilance pour combattre ce phénomène de cybercriminalité. Merci. Merci beaucoup mon commandant. Mesdames et messieurs, l'utilisation des réseaux sociaux n'est pas sans risque et nous venons de les parcourir avec le commandant Bota Gwaliba, DG de l'Agence nationale de la cybersécurité, qui à travers ce débat nous a apporté plus de lumière sur cette menace. Les pirates utilisent les logiciels malveillants pour accéder au réseau et voler ou détruire les données des ordinateurs et smartphones. La protection de votre entreprise contre les cyber-risques peut vous permettre de contrer les activités criminelles et de suivre les tendances émergentes en matière de confidentialité des données. Vous pouvez commencer à planifier des stratégies de cybersécurité en identifiant les systèmes, les données et les utilisateurs qui sont essentiels au fonctionnement de votre entreprise. Cette émission s'achève alors sur une note de satisfaction. Merci de votre disponibilité d'écoute. Vous étiez nombreux à être des nôtres et merci à tous ceux qui nous ont rejoints dans cette émission par coup de fil. Merci à l'Agence nationale de la cybersécurité à travers son DG ici présent et tout son staff qui l'accompagne. Collaboration technique Kawe Eric, à la réalisation Gilles Moupé et à la coordination TAC Steven en direct avec vous, Jean-Baptiste Bamana. Mesdames et messieurs, ne rêvez pas votre vie, vivez plutôt votre rêve. Le temps est précieux et chaque jour de plus sur notre âge est un jour de moins sur notre vie. Merci et à la prochaine.